qui se disent, voilà, c'est l'occasion maintenant, si on ne le fait pas maintenant, ce sera trop tard? Ils ont en effet une occasion qui est multiple parce que la Chine aujourd'hui se situe elle est dans une situation très complexe tant sur le plan économique que politique depuis la crise du Covid. Depuis la crise du Covid, parce que déjà la question sanitaire a été difficile à gérer. Il y a la politique du zéro Covid qui a mis à mal réellement l'économie chinoise. On a vu les conséquences des confinements, notamment à Shanghai, qui a fait baisser de 0,4%, il me semble, la croissance qui était prévue simplement pour un mois de confinement. Mais également sur le plan politique, parce qu'ils ont dû se battre déjà juste pour la crise sanitaire contre les narratifs qu'essayaient de mettre en place les États-Unis. Là-dessus, il faut ajouter la guerre en Ukraine, pour laquelle les Chinois, dès le départ, étaient extrêmement embarrassés, parce qu'en effet, ils se posent que depuis quelques années comme les défenseurs du droit international et donc de l'intégrité territoriale, du respect de la souveraineté des États. Or, l'Ukraine étant reconnue comme un État par l'ONU, ils ne pouvaient pas soutenir cette invasion russe. Ce qui les a laissés dans cette espèce d'entre-deux très complexe que les États-Unis ont souhaité utilisé à profit. Ils ont essayé d'appuyer sur ce bouton-là depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais malheureusement, aujourd'hui, les Chinois ont le temps aussi. Ils sont restés dans l'ambiguïté. Et aujourd'hui, on passe sur une nouvelle qui est plus une étape offensive de la part des Américains. Marion Parizet, vous êtes un groupe de réflexion. Théoriquement, c'est des groupes comme le vôtre qui auraient déjà sonné l'alarme. Peut-être l'avez-vous fait d'ailleurs précédemment en disant, mais est-ce qu'on s'est dévoilé insuffisamment? Est-ce qu'on s'est démé excessivement? Alors, on est beaucoup plus récent, donc de facto, on n'aurait pas pu mener, en tout cas, sonner l'alerte assez tôt, parce qu'en effet, on est dans une situation qui est la conséquence d'un positionnement où, à la fin des années 90 et surtout à la fin de la guerre froide, on va vers une période où tous les pays vont plus ou moins converger vers des démocraties libérales et donc vers une atténuation des conflits et plutôt des conflits de nature asymétrique. On a vu sur le terrorisme, et c'est ce qui a marqué les 20 premières années depuis 2020, c'est la guerre contre le terrorisme. Or là, on a le retour des États-puissances avec des ambitions, et notamment non seulement les États qui, classiquement au XXe siècle, avaient eu toute l'importance, mais aussi des nouvelles puissances, la Turquie, le retour de l'Iran, le retour de la Chine. Puissance de feu, cette force d'artillerie, ce rouleau compresseur russe, là on a vraiment un témoin de première valeur qui était directement sur le front. Oui, ça fait partie des atouts en termes de quantité, même si l'armée russe pêche un peu sur la qualité en termes d'équipement. Et au-delà de cet aspect vraiment quantité, il y a aussi toute la stratégie qui est mise en œuvre. Et justement, sur les régions du Donbass, c'est ce qui est intéressant d'une certaine manière, c'est que la stratégie d'occupation et de faire évacuer aussi les populations locales a permis quasiment de facto faire de ces zones des zones où les pro-ukrainiens sont quasiment absents, hormis les combattants qui aujourd'hui sont face à la Russie. Et donc toute la stratégie qui est de créer des États de facto que met en œuvre la Russie, elle se trouve aujourd'hui très difficile à battre, parce que même si ces provinces étaient en effet reprises, il n'y a plus aujourd'hui sur le terrain, il faudrait tout repeupler. Marion On voit Parizet. réellement avec cette alliance, enfin cette tentative d'aller vers la Corée du Nord, c'est réellement la recomposition de l'ordre mondial que veut Vladimir Poutine, mais qui est déjà en marche depuis la guerre en Crimée, puisque là aussi fait l'objet de sanctions, et qu'elle cherchait déjà à trouver des alternatives en termes d'alliances économiques, hein, et notamment dans son étranger proche, qui est de tout temps, qui a toujours été la zone dans laquelle il cherchait à première vue des alliances. Et aujourd'hui, on le voit avec la Turquie, on l'a vu avec le déplacement en Iran qui a eu lieu en juillet. On a vraiment cette tentative qui est peut-être aussi accélérée et facilitée par le départ des Américains depuis l'année dernière d'Afghanistan, qui finalement était encore la dernière force occidentale et très présente dans la zone. Aujourd'hui, il me semble que le Moyen-Orient est quasiment une boîte noire pour l'Occident à ce stade-là. Poutine essaye de consolider autour d'un mouvement anti-occidental un certain type d'alliance, mais je la trouve extrêmement fragile. Oui. Non, elles sont extrêmement fragiles, mais elles sont extrêmement conjoncturelles surtout. Oui. Elles peuvent être sur certains niveaux et pas sur d'autres. Oui. Et notamment, on mentionnait des alliés en Afrique ou sur d'autres continents. Il y a beaucoup d'alliés qui sont simplement des alliés de circonstance par certains États qui ne souhaitent pas, surtout, se mettre à dos un potentiel partenaire pour l'avenir, un partenaire où, à l'heure actuelle, alors que l'Occident montre des signes de faiblesse en termes de capacité à appuyer, à accompagner ces États sur leur capacité
capacité, enfin déjà en tant que partenaire économique, mais aussi sur le plan de la sécurité notamment. La Russie, c'est un peu ne pas insulter l'avenir que de ne pas s'opposer à la Russie. Et puis Donc en là, effet, c'est pas forcément une alliance totale, mais ça reste quand même des appuis. qui se disent, voilà, c'est l'occasion maintenant, si on ne le fait pas maintenant, ce sera trop tard. Ils ont en effet une occasion qui est multiple parce que la Chine aujourd'hui se situe elle est dans une situation très complexe tant sur le plan économique que politique depuis la crise du Covid. Depuis la crise du Covid, parce que déjà la question sanitaire a été difficile à gérer. Il y a la politique du zéro Covid qui a mis à mal réellement l'économie chinoise. On a vu les conséquences des confinements, notamment à Shanghai, qui a fait baisser de 0,4%, il me semble, la croissance qui était prévue simplement pour un mois de confinement. Mais également sur le plan politique, parce qu'ils ont dû se battre déjà juste pour la crise sanitaire contre les narratifs qu'essayaient de mettre en place les États-Unis. Là-dessus, il faut ajouter la guerre en Ukraine, pour laquelle les Chinois, dès le départ, étaient extrêmement embarrassés, parce qu'en effet, ils se posent que depuis quelques années comme les défenseurs du droit international et donc de l'intégrité territoriale, du respect de la souveraineté des États. Or, l'Ukraine étant reconnue comme un État par l'ONU, ils ne pouvaient pas soutenir cette invasion russe. Ce qui les a laissés dans cette espèce d'entre-deux très complexe que les États-Unis ont souhaité utilisé à profit. Ils ont essayé d'appuyer sur ce bouton-là depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais malheureusement, aujourd'hui, les Chinois ont le temps aussi. Ils sont restés dans l'ambiguïté. Et aujourd'hui, on passe sur une nouvelle qui est plus une étape offensive de la part des Américains. Et est-ce que ça rend la Russie d'autant plus dangereuse à l'époque de l'Union soviétique? Tout à l'heure, il y avait ce documentaire où on voyait Brejnev, le fantôme de Brejnev, le dirigeant soviétique. On utilisait à l'Ouest à l'époque l'expression de faiblesse dangereuse, c'est-à-dire cet ours affaibli par bien des côtés, mais ça le rend d'autant plus dangereux. Mais c'est d'autant plus pour ça que Vladimir Poutine continue à garder une certaine popularité. C'est cette image ou cette tentative en tout cas de faire regagner à la Russie ses lettres de noblesse, de la remettre au premier rang sur le plan international, dans le jeu des nations, qui fait qu'il arrive encore à mobiliser derrière lui. Et donc il y a cette envie, en tout cas, cette volonté de rester, et même si en effet il y a des faiblesses. Mais aujourd'hui, quand on voit les nouvelles alliances, la reconstitution d'alliances qui lui permettent d'avoir... Certes, on ne change pas un mix énergétique et une économie comme ça en quelques années, mais en tout cas de permettre à trouver des nouveaux marchés pour le gaz russe, pour pouvoir justement continuer à avoir de la résilience, continuer à faire rentrer de la monnaie pour contourner finalement l'ensemble des sanctions qui sont posées contre l'État russe. Aujourd'hui, il parvient malgré tout à avoir une forme de résilience. Non. Marion Pariset, vous qui êtes une universitaire pure sucre, on vivait tous dans l'idée qu'il y a quand même un classement des universités. Toutes les universités du monde, elles regardent le classement pour voir où elles se situent. Et là, on a cette énorme puissance qui dit mais on n'a pas les mêmes critères du tout. Mais c'est exactement ce qui a été dit. C'est une question de modèle. La Chine veut créer son propre réseau. Ça s'est exprimé déjà à travers ses partenariats. Le fait de faire des partenariats supposément sud-sud, plus équilibrés selon ses termes, bien sûr, parce que la réalité des faits n'est absolument pas là. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle joue sur les deux tableaux. Elle joue sur cet aspect modèle à part, en décalage avec ses propres normes, mais également sur l'influence des normes internationales telles qu'elles sont acceptées par l'ensemble des pays, et notamment dans toute la nébuleuse de l'ONU. Voilà, le déplacement même physique, cette grande bascule vers l'Asie, parce que quand on voit la Chine, Xi Jinping, la Corée, Kim, le Proche-Orient avec l'Iranien Khamenei, avec, on s'approche de l'Europe, la Turquie d'Erdogan, ce grand basculement quasi physique, on le sent. On le sent tout à fait, et il est cohérent avec l'économie, en fait. Fondamentalement, derrière, c'est des questions économiques. Le cœur de l'économie a commencé à basculer déjà depuis les années 2000, globalement, vers l'Asie, et vers le Pacifique en particulier. Parce que le Moyen-Orient est encore un cas un peu à part, parce que c'est plutôt dans son rôle de jonction entre le pôle européen, qui aujourd'hui est plutôt la sortie, le marché de sortie de tout ce qui est produit en matière industrielle en Asie, que ce Moyen-Orient est intéressant plutôt qu'en tant que tel comme pôle de production de richesse. Aujourd'hui, la richesse se crée en Asie, et la dynamique de la Chine est extrêmement importante, parce qu'on a vu que sa puissance économique a explosé depuis les années 90, et c'est bien ça sur lequel qui menace les États-Unis, parce que derrière, c'est une puissance émergente qui menace une puissance en place
voire en déclin, et qui, pour sa survie, a besoin de rentrer dans la... Regardez, Il y a pour le coup un Russe qui dénonce la guerre en Ukraine très ouvertement et qui encourt aujourd'hui 15 ans de prison pour cela. Il s'appelle Ilya Yashin, il est derrière des barreaux et il a parlé tout récemment à la presse française qui lui a demandé « Que pensez-vous de cette éventuelle mesure ?» Et il dit « C'est une très mauvaise idée et voilà pourquoi. Vous allez faire de la Russie et de son peuple un peuple entièrement coupable. Cela permettra à ceux qui sont réellement responsables des actes génocidaires commis en Ukraine de se cacher derrière ce qu'il appelle un bouclier humain très commode. » Oui, je rejoins tout à fait cet avis-là et je trouve qu'il faut prendre aussi en compte la transformation en fait, du discours de Zelensky. Jusqu'à maintenant, il avait plutôt cherché à incarner cette figure de la résistance ukrainienne, mais pro-Ukraine avant d'être anti-russe, pro-liberté de l'Ukraine. Et il avait un peu pris le costume qu'avait endossé Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. ça veut dire, pardon, ça veut dire c'est du maximalisme, c'est du jusqu'au boutisme. Aujourd'hui, oui, il passe sur un discours qui va contre la Russie, mais qui, dans cette période où justement peut-être que, au contraire, il y a des débuts de pourparlers sur certaines thématiques. On l'a vu sur le blé, on l'a vu, sur Zaporizhzhia, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, ça risque de pousser, au contraire, en effet, le peuple russe à se fédérer encore plus derrière Vladimir Poutine, derrière cette guerre-là, et d'en faire un peu une forme de martyr, ou en tout cas encore plus pour un peuple parfois où l'information qui est disponible n'est pas totale. Il y a un contrôle de l'information, il y a un contrôle des réseaux sociaux, il y a un contrôle de l'Internet. Aujourd'hui, c'est plus complexe si on impose ce type de mesures, d'aller venir au contraire dire non, il y a autre chose, il y a un autre narratif qui existe, la version du Kremlin n'est pas la seule. Et de fait, écoute, Marion Parizet. En fait, de renverser le narratif qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, parce qu'aujourd'hui, et même ce qu'a porté Emmanuel Macron depuis le début, cette guerre, elle est lancée par Poutine, parce que Poutine est un fou parfois, enfin selon les définitions, chacun a un peu ses explications derrière, mais la responsabilité a été placée en effet sur Poutine et sur le système de Poutine en Russie. Et justement, en cherchant à éviter de mettre l'ensemble du peuple russe dans cette balance-là et de créer cet effet fédérateur qu'on a pu voir sur d'autres pays. En Iran, mine de rien, lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions qui ont touché la population de manière très brutale, au final, la population s'est aussi fédérée derrière son gouvernement et a créé un système qui aujourd'hui, malgré les difficultés économiques, continue à exister et à avoir de l'influence parce qu'il y a cette unité-là qui tient derrière.